Ici Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie. Vous écoutez le livre journal des historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Françoise Varlet. Cette émission est diffusée en direct le mardi 3 janvier 2012, de 18 à 21h, en différé le mercredi 4 janvier, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de l'émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Je crois que nous allons entendre Bernard Lugan. Alors, je crois que nous sommes en contact. Oui. Je crois que nous sommes en contact avec Bernard Lugan. Bonsoir Philippe. Bonsoir Bernard. Bonsoir Françoise. Bonsoir Dominique. Bonsoir Bernard. Je salue les auditeurs de Radio Courtoisie et je leur présente, comme c'est l'usage, mes vœux pour la nouvelle année qui commence sur les chapeaux de roue. Oui, alors Bernard, vous intervenez ce soir depuis votre campagne à propos d'un incident qui s'est produit il y a quelques semaines à l'occasion de la publication de votre dernier ouvrage, un essai paru aux éditions Ellipse intitulé Décoloniser l'Afrique. Alors un essai qui rue dans les brancards, qui s'en prend à un certain nombre d'idées reçues concernant l'évolution du continent africain depuis la décolonisation. Alors il y a effectivement des formules choc, n'est-ce pas? Vous expliquez qu'il y a un certain nombre de gens qui ne comprennent rien aux réalités africaines parce qu'ils n'ont pas perçu que les Africains n'étaient pas des Européens pauvres à peau noire, par exemple. Vous montrez également la vanité des politiques d'aide qui ont été conduites et vous montrez également à quel point la culpabilisation du passé colonial contribue à déresponsabiliser les Africains. Alors il y a là effectivement un certain nombre de thèmes, d'idées qui ont de quoi susciter les réactions de tous ceux qui trouvent intérêt au maintien de cette situation. Mais il y a quelques semaines, donc, vous étiez invité sur iTélé, je crois, et je voudrais que vous racontiez à nos auditeurs ce qui s'est passé à cette occasion. Oui, bien écoutez, le mardi 13 décembre, j'étais invité par Robert Ménard pour enregistrer une de ses émissions qui a pour titre Ménard sans interdit. Et je suis monté à Paris donc pour enregistrer cette émission. Nous enregistrons, tout se passe fort bien. Et le secrétariat d'ITélé me dit, l'émission, nous étions donc le 13 décembre, l'émission sera diffusée dans la semaine du 19 décembre. Et puis le samedi ou le vendredi qui suit, je reçois un coup de téléphone de Robert Ménard qui me dit, bien, mon cher ami, nous sommes censurés, le directeur de l'information d'ITélé interdit la diffusion de cette émission, ce qui est assez paradoxal dans une émission qui a pour titre Ménard sans interdit. Et Robert Ménard a été mis devant le fait accompli, il a essayé de discuter, etc. Et il s'est heurté à un mur complet. Alors, nous nous sommes retrouvés donc devant un cas de censure, et j'ai immédiatement réagi. Alors, il se trouve que j'ai un blog qui marche fort bien, nous en sommes à près de 500 000 connexions sur mon blog, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai immédiatement réagi en mettant un communiqué sur mon blog. Alors, silence radio partout, hein. La seule personne qui ait réagi, ça a été les responsables du bulletin de la réinformation qui ont réagi dès le lendemain de la publication de mon blog, sur mon blog. Le communiqué a été repris par François de Souche, a été repris par un certain nombre de sites qui sont sympathiques, et la direction d'ITélé a reçu des centaines de mails de protestation. Et face à cette déferlante de mails de protestation, la direction a répondu par un mensonge, en expliquant que cette émission ne pouvait pas passer parce qu'il n'y a pas d'actualité. Enfin, un mensonge total. Et la réalité, donc, c'est que j'ai été censuré. Alors, j'ai été censuré par qui? J'ai été censuré par le directeur de l'information d'ITélé, puisque ce monsieur a demandé, avec arrogance et prétention, à Robert Ménard de me prévenir que c'était lui-même, qui avait décidé
de supprimer cette émission parce que je tenais des propos qui ne lui convenaient pas. Alors, dans cette occasion, ce monsieur qui s'appelle monsieur Ripamonti, qui est le directeur de l'information d'ITélé, non seulement a agi en censeur, mais surtout il a agi en rejetant de ce couple masochiste et incestueux formé par la repentance européenne et la victimisation africaine. Donc il est tout à fait dans l'air du temps. Et ce monsieur est d'autant plus intéressant à étudier que quelques jours auparavant, prenant ses fonctions à ITélé, il avait déclaré qu'il allait donner véritablement un air nouveau à ITélé en invitant des personnalités qui est un peu hors norme, de façon à montrer la totale liberté qu'avait cette chaîne. Alors cette chaîne, qui est la chaîne des bobos parisiens et autres, cette chaîne qui n'a pas de mots suffisamment forts pour dénoncer la censure ou les atteintes aux droits de l'homme réelles ou supposées, ici ou là, de par le vaste monde, eh bien, ferait bien de balayer devant sa porte. Alors, il est intéressant que vous m'invitiez sur Radio Courtoisie, parce que vous êtes les premiers donc à m'inviter sur Radio Courtoisie pour parler de cela, et il est bon que les auditeurs de Radio Courtoisie sachent que dans la France démocratique républicaine et patrie des droits de l'homme, eh bien, l'on censure allègrement, comme dans n'importe quelle république bananière. Et alors, quels sont les propos qui ont été en fait, qui ont fait l'objet de cette censure? Qu'est-ce que vous avez dit, Bernard Lugan, qui a pu susciter une réaction aussi extrême? Mais rien de plus que ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que l'émission de Robert Ménard est une émission fort courte qui dure quelques minutes. Donc Robert Ménard m'a posé 3-4 questions. Pourquoi les tentatives de développement êtes-vous partisan de supprimer l'aide? Pourquoi dénoncez-vous l'ingérence humanitaire, etc., etc. Je vais pour plus de détails, parce que je ne vais pas lasser les auditeurs avec cette histoire. Pour plus de détails, venez que les auditeurs viennent sur mon blog et le quasi-script de l'émission a été publié, puisque, bien entendu, je savais ce que j'avais dit, donc j'ai pu reprendre les questions et mes réponses. Donc, que les auditeurs viennent sur mon blog, donc tout simplement www.bernard-lugan.com, et les auditeurs retrouveront le script, le quasi-script de l'émission et tout l'historique avec mes communiqués. Mais l'important est de dénoncer cette censure, parce que le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que nous vivons en ce moment dans une véritable dictature des droits de l'homme et du politiquement correct, où l'on ne cesse de nous parler des droits de la presse, etc. Imaginons un seul instant qu'à ma place ait été censuré quelqu'un d'une sensibilité de gauche, ce qui ne serait pas passé d'ailleurs. N'importe quel partisan de Pol Pot, n'importe quel partisan des massacres communistes ici ou là, peut être invité dans l'émission de Robert Ménard, qui est un homme libre, et cette émission ne sera pas censurée. Mais là, on va censurer quelqu'un qui est hors norme. Moi, je suis hors norme, hors système, bien entendu, et la censure s'applique dans ces cas-là. Donc, nous vivons véritablement dans une période d'hypocrisie totale qu'il importe de dénoncer. Mais heureusement, existe Internet. Parce que si je n'avais pas eu ce blog, et si je n'avais pas, par exemple, dans la semaine qui a suivi, j'ai eu plus de 50 000 connexions. C'est quand même considérable. Mon blog est un des blogs les plus visités. Et au point de vue domaine africaniste, c'est le blog le plus visité. Je vais d'ailleurs maintenant essayer de le mettre également en anglais, de façon à toucher encore plus de monde. Et si je n'avais pas eu ce blog, eh bien, cette censure serait passée pertes et profits. Personne n'en aurait parlé. Personne n'aurait été au courant de cela. Alors bon, je remercie bien sûr Jean-Yves Le Gallou qui a fait écho à mon communiqué dès le lendemain sur son bulletin de information, mais c'est le seul. Personne d'autre n'en a parlé. Ensuite, les gens ont repris le communiqué. Alors, nous avons un message d'auditeur qui nous demande pouvez-vous donner l'adresse où l'on peut soutenir Bernard Lugan, sachant qu'il n'a pas de mail? Ah mais si,
Comment je n'ai pas de mail? Non, mais l'auditeur n'en a pas. Non, mais non, je vais pas donner mon adresse par téléphone. Non, que l'auditeur aille chez un de ses amis qui a un mail, ou alors me soutenir. Bon, c'est gentil. Voilà, je sais que cet auditeur me soutient. C'est très gentil à lui. Non, je peux donner une adresse postale. Bon, mon adresse postale, boîte postale 45. 42 360 à Panissières, P-A-N-I-2-S-I-E-R-E-S. Mais le mieux est de venir sur mon blog www.bernard-lugan.com et tous mes communiqués sont là, les explications, etc. Et en plus, les auditeurs découvriront un blog africaniste original. Et puis les auditeurs peuvent également se procurer donc cet ouvrage Décoloniser l'Afrique, paru aux éditions Ellipse. Et également découvrir la revue L'Afrique réelle que je publie par internet, par PDF. Bien sûr. Et je les renvoie également à votre histoire générale de l'Afrique, publié également aux éditions Ellipse. Mais alors ce titre Décoloniser l'Afrique, là, il y a une volonté de provocation un petit peu, là. Expliquez-nous ça un petit peu, commentez-nous ce titre, Bernard. Allô? Ce titre Décoloniser l'Afrique, oui. Il y a une volonté de provocation dans ce titre-là. Que voulez-vous nous dire en employant ces termes? Non, je voulais simplement dire que l'Afrique n'a pas été décolonisée, puisqu'elle est colonisée mentalement par nos idéologies de la repentance et qui alimentent celle de la victimisation. L'Afrique, depuis ses fausses indépendances des années 1960, a subi toutes les modes que l'Occident y a plaquées. Le tiers-mondisme, le marxisme, les droits de l'homme maintenant, la démocratie, etc. Et toutes ces idéologies font que les Africains sont nourris dans une culture de la victimisation qui fait que tous leurs mots sont attribués à d'autres, ce qui fait qu'ils ne réagissent pas. Pourquoi réagir alors que la rente victimaire leur permet de soutirer les bénéfices de l'aide que déversent les Occidentaux et les pays européens qui se sentent coupables? Et c'est un couple masochiste qui lie les deux. Je l'ai dit, la repentance européenne et la victimisation africaine. Et pour décoloniser l'Afrique, mais il faut que les Africains redeviennent eux-mêmes et qu'ils disent à ces partisans de l'ingérence humanitaire, je ne citerai pas les noms, mais nous les connaissons, n'est-ce pas? Et à tous ces donneurs de leçons, à tous ces petits marquis qui s'imaginent qu'ils connaissent l'Afrique parce qu'ils ont fréquenté 2-3 diplômés africains dans les bars enfumés de Saint-Germain-des-Prés, à tous ces petits marquis qu'ils retournent à leurs chères études et qu'ils laissent l'Afrique renaître autour de ces traditions. Moi, je suis pour un retour à la tradition africaine, tout simplement parce que, comme le maréchal Lyautey, je dis que les Africains sont autres. Cette notion de différence. L'universalisme qui nous gouverne à l'heure actuelle interdit de voir que les Africains sont autres. Or, les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, et c'est pour cela que tous les modèles que nous appliquons sur ce continent ont échoué et vont continuer à échouer. Il faut donc décoloniser mentalement l'Afrique, et il faut libérer l'Afrique de ces commis de la Banque mondiale, de ces commis du FMI, qui, en fait, ne sont que les porteurs de valises du nouvel ordre mondial. Alors, un autre auditeur nous demande auprès de quel organisme peut-on protester à propos de la censure dont vous avez été victime? Ah bien, devant à iTélé ou bien faire connaître autour de vous, à vos députés, etc. Donc voilà, dans ce pays dans lequel on ne parle que de droits de l'homme, que de tolérance, que de démocratie, eh bien dans ce pays, le directeur de l'information d'une des principales chaînes de télévision françaises se permet de censurer un africaniste qui est un professeur d'université, qui est un expert de l'ONU, qui est un auteur africaniste connu, tout simplement parce que ce petit marquis, ce petit messieurs, ce butor de la sous-culture médiatique ne supporte pas que l'on puisse sortir des rangs, que l'on puisse sortir des lignes de son petit esprit formaté. Alors, je crois que Dominique Fener a quelque chose à vous dire. Oui, Bernard. Dominique, bonsoir. Bonsoir. J'admire naturellement la clarté, comme toujours, de votre exposition et la pugnacité aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'était une réflexion d'ordre général. Ce dont vous êtes victime me fait penser à ce que disait Solzhenitsyn. Solzhenitsyn
n'avait pas cessé de combattre contre le mensonge du communisme. Et du jour où il a été libéré, il est venu à l'Ouest, c'est-à-dire dans un monde qui subissait l'influence des idéaux américains, et il a découvert que à l'Ouest, il y avait aussi un certain état de mensonge. Et ce que vous subissez, c'est la loi du mensonge qui s'applique dans nos sociétés sous les apparences de la liberté. Tout à fait. Cette dictature molle que nous connaissons bien et qui a bien été décrite et qui est encore plus terrible peut-être que l'autre, parce que l'autre était tellement cruel et tellement dur et tellement visible que certains esprits, certains hommes debout pouvaient réagir. Mais là, nous sommes dans le chloroforme et nous sommes dans l'endormissement doux et pervers. C'est pour cela que je répète que cette manœuvre d'endormissement pervers ne peut plus se produire comme il y a encore 10 ans ou 15 ans grâce à Internet. Le combat est sur Internet. Internet permet de totalement court-circuiter cela. Imaginons ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, sans Internet. Eh bien, il y avait les petits échos ici ou là, et un cercle totalement réduit qui aurait été au courant. Bien, avec Internet, ce sont des centaines de milliers de personnes, et tout est multiplié. Ce qui fait que, comme disait Charles Maurras, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. Mais là, les censeurs auront du mal à se défendre, parce que ils sont court-circuités par Internet. Et si l'on ne comprend pas cela, ben on a perdu la guerre. Et moi, je mène la guerre maintenant sur Internet. Moi, je suis là où les canons tapent. Hein. Et à l'heure actuelle, les canons tapent sur ce créneau. J'y suis, je l'occupe. Et je vous garantis que là, on marque des points, les obus portent. Eh bien, bravo Bernard. Bravo Bernard pour ses propos mobilisateurs et ses propos chargés d'espoir dans la lutte contre le système politico-médiatique que nous connaissons et qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe, au même titre que la défunte URSS, eh bien, à beaucoup d'égards, c'est l'empire du faux dont parlait justement Solzhenitsyn, qu'évoquait il y a un instant Dominique. L'empire du faux, mais nous sommes exactement dans ce cas de figure. Avec une différence, et je le répète, c'est que maintenant les moyens de communication permettent de contourner cette manœuvre. Et c'est pour ça qu'ils sont affolés. Les censeurs et les défenseurs de l'ordre moral sont totalement affolés parce qu'ils ne contrôlent pas Internet. Et parce que la contre-insurrection, la contre-réaction se fait par Internet. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage et puis pour les commentaires qui l'ont accompagné. À bientôt, Bernard. À bientôt. Je rappelle donc à nos auditeurs le titre de votre essai, Décoloniser l'Afrique, paru aux éditions Ellipse. Et mon blog, www.bernard-lugan.com. Très bien. Bonsoir Merci. Bernard. À bientôt. Au revoir. Alors, après cet intermède africain, si l'on peut dire, nous allons revenir donc au débat qui nous réunit depuis 18 heures, consacré justement aux intellectuels, à la gauche, dans le cadre de l'épisode de la collaboration des années 1940-1944. Nous avons évoqué plusieurs personnages, des écrivains, des hommes politiques. Il y en a certains autres sur lesquels nous allons nous pencher maintenant. Et tout d'abord, il y en a un qui mérite, je crois, que l'on s'intéresse à lui parce qu'il est en fait très peu connu. C'est Karl Epting, le responsable de l'Institut allemand. Dominique Wenner, vous lui avez consacré un article dans ce dossier sur la collaboration. Pourriez-vous nous présenter ce personnage et évoquer le rôle qui a été le sien durant cette période ? Oui, alors Karl Epting fait partie d'une
d'un ensemble, d'une catégorie au sein des autorités allemandes qui était certainement animée, dans son cas c'est évident et les preuves sont innombrables, était animée par un désir de réconciliation franco-allemande et de compréhension franco-allemande au-delà des événements de la guerre et en dépit de la guerre. Il n'était pas le seul, parce que le responsable en charge de l'autorité politique à Paris, Otto Abetz, qui avait rang d'ambassadeur. Alors, il était bizarrement ambassadeur auprès des autorités militaires allemandes. C'est un statut particulier, peu importe. Il était le représentant du ministère des Affaires étrangères. Il était représentant de Ribbentrop. Otto Abetz était francophone, francophile, homme de gauche à l'origine, rallié tardivement au pouvoir national-socialiste, bien après 1933, et lorsqu'il est nommé en 1940, dès juin 1940 à Paris, il réunit autour de lui un groupe d'amis ou de relations qu'il connaissait bien, qui travaillaient avec lui depuis des années dans le cadre d'une réconciliation franco-allemande. Et parmi ces collaborateurs de l'ambassade, l'un d'entre eux va jouer un rôle très important, ce sera en effet Karl Epning. Karl Epning qui est nommé directeur de l'Institut allemand, créé spécialement ou développé spécialement à ce moment-là et dans cette perspective, qui a à sa disposition des moyens de toutes sortes et qui établira non seulement des contacts avec des intellectuels français, fera en sorte que des ouvrages d'écrivains français soient traduits en Allemagne, mais fera en sorte aussi que certains ouvrages d'auteurs allemands soient traduits en langue française, y compris des auteurs qui, en Allemagne, sont censurés par les autorités officielles de l'époque. Donc, c'est un personnage qui est marginal, en quelque sorte, par rapport aux autorités politiques allemandes, qui dispose d'un pouvoir nullement négligeable et qui va l'utiliser pour favoriser une compréhension entre les deux nations. L'une de ses particularités, c'est qu'il est un grand admirateur d'un écrivain très célèbre qui est Céline. Et c'est une exception, cette admiration est une exception en Allemagne, dans l'Allemagne de cette époque-là, et parmi les représentants allemands, représentants politiques allemands en France. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Céline ne jouissait nullement de sympathie ou d'admiration de la part des autorités allemandes. Karl Epning est vraiment une exception au sein des autorités allemandes. Et il n'a pas cessé, lui, de soutenir Céline essentiellement pour des raisons littéraires et esthétiques. Il avait une parfaite connaissance de la langue française. Il a découvert Céline en français, car Céline n'était pas traduit à l'époque, ou mal traduit en langue allemande. Il l'a été après la guerre. Mais avant la guerre et pendant la guerre, il n'était pratiquement pas traduit, ou très mal. Il n'était pas reçu, ne bénéficiait d'aucun soutien.
Carl Epning avait découvert Voyage au bout de la nuit dès sa parution, et il avait été ébloui par le style nouveau, par l'esprit particulier qui animait ce livre. Donc c'est un mouvement du cœur, en quelque sorte, un mouvement esthétique qui l'a porté vers Céline, alors qu'au même moment, Céline était extrêmement critiquée par les services de la Propagandastaffel, qui émettait les critiques, verdicts les plus durs à l'encontre de Céline, représentant, disait-il, de tout ce que le national-socialisme voulait combattre. Donc, Carl Epning est vraiment un cas à part dans ce monde de la collaboration de l'époque. Il est animé, d'abord il a une parfaite connaissance de la littérature française, et il est animé par un désir de compréhension, il est animé par le désir de favoriser les relations, même quand cela peut lui coûter cher, ce qui se passera d'ailleurs. Les lecteurs qui se reporteront à l'article découvriront que pendant une période, il a été rappelé en Allemagne car ses positions trop francophiles étaient critiquées par d'autres autorités allemandes. Ça ne lui a pas empêché, cette position francophile, le soutien constant qu'il a apporté à des écrivains français pendant cette période-là, ne lui a pas empêché d'être emprisonné après la guerre et de passer plusieurs années dans une prison militaire française, prison du Cherche-Midi, avant d'être entièrement blanchi, puisque à l'issue de son procès devant un tribunal militaire, il a été acquitté, ce qui, à cette époque-là et dans le contexte qui a suivi la libération, est évidemment tout à fait rare. Alors, c'est un personnage effectivement très intéressant, peu connu. Il est un autre personnage allemand qui est plus familier, c'est Ernst Jünger, à qui vous avez consacré une biographie il y a 2 ans, je crois, et qui lui aussi se retrouve dans ce milieu parisien de l'époque et qui entretient un certain nombre de relations avec les milieux littéraires de l'époque. Alors, Ernst Jünger était également francophone et francophile. Il parlait fort bien français, lisait depuis très longtemps, depuis son adolescence. Il lisait des auteurs français dans le texte. Il était francophile, tout en ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale de façon infiniment courageuse. Tout le monde connaît cela. Dans les rangs de l'armée impériale allemande. Il a écrit à la suite de ça ses premiers ouvrages qui l'ont rendu célèbre, Orage d'acier et tant d'autres, qui exaltaient le courage guerrier, mais jamais, 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 dans ses livres de guerre, on ne trouve la trace d'un quelconque sentiment de haine ou simplement d'aversion à l'encontre de l'ennemi. Au contraire, le courage de l'ennemi est toujours magnifié dans les écrits de Jünger. Jünger, dans sa jeunesse, était ce que l'on peut appeler un nationaliste allemand. Par la suite, ses positions politiques ont évolué. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été remobilisé et il servait à Paris. Il a servi à Paris à l'état-major des troupes d'occupation pendant toute la durée de la guerre, à part une petite période où il a été envoyé en mission sur le front de l'Est. Donc de 1941 à 1944, il était en poste à Paris. Il avait des fonctions administratives à l'état-major des troupes d'occupation, mais il bénéficiait d'un statut particulier en raison de sa grande renommée, sa renommée d'écrivain, et en raison du soutien
que lui apportait un personnage qui a joué un rôle très important, qui était le colonel Speidel, qui terminera général et après la guerre comme premier organisateur de la future Bundeswehr. Speidel était chef d'état-major au début de la guerre, en tout cas au début de l'occupation. Il était chef d'état-major du commandant en chef des troupes d'occupation, et Speidel était un homme cultivé qui avait de la sympathie pour la France sans aller aussi loin que Junger. Et Speidel a favorisé de multiples façons une sorte d'action indirecte. Bon, il a permis, pour dire les choses simplement, il a permis à Ernst Junger, qui était déjà bien connu en France comme écrivain. Plusieurs des ouvrages de Junger avaient été traduits en France et Junger bénéficiait déjà d'une grande réputation d'écrivain. Son supérieur, donc Speidel, a favorisé les contacts, il lui a accordé du temps libre en quelque sorte, afin d'entretenir des relations avec tout le milieu littéraire parisien. Et Junger a mis à profit, en effet, cette licence, cette faculté qui lui était accordée pour développer, pas du tout dans une intention politique, mais dans une intention purement personnelle, par goût de la littérature, par goût des contacts humains aussi. Il a développé des relations amicales au sein de tout le milieu littéraire français parisien. Une partie du milieu littéraire, car contrairement à Karl Epting, dont nous venons de parler à l'instant, Ernst Junger a toujours éprouvé une vive répulsion à l'encontre de Céline. Non seulement le style littéraire de Céline ne lui parlait pas, mais le style personnel, ils ont eu l'occasion de se rencontrer 2 fois, et ce sont 2 rencontres qui ont été catastrophiques, qui ont laissé des traces dans le fameux journal de guerre de Junger. Je passe sur les détails parce que ça nous conduirait trop loin. Bref, il y a une trace écrite de l'aversion, du dégoût presque éprouvé par Junger lors de ces rencontres, des 2 rencontres, une rencontre principalement avec Céline, dont il a laissé la trace dans son journal de guerre. C'était des esprits qui étaient trop différents pour pouvoir se rencontrer. Ce qui souligne, par ailleurs, la grande... Ernst Junger était un homme qui avait une grande ouverture d'esprit, mais qui était fabriqué d'une certaine façon. Et le style personnel de Céline lui répugnait. À l'inverse, Karl Epting, ce qui permet de souligner la particularité, l'ouverture d'esprit immense du directeur de l'Institut allemand, Karl Epting, lui, au contraire, passait au-delà de tout ce qui pouvait froisser dans les apparences, dans les comportements, et il ne voulait retenir que l'immensité de l'écrivain qu'était à ses yeux Céline. Il faut bien reconnaître, quelle que soit ma sympathie et ma grande estime pour Ernst Junger, que c'est sans doute en matière littéraire Karl Epting qui avait plutôt raison. Et Ernst Junger, peut-être n'a-t-il pas vu un phénomène littéraire comme on en rencontre une fois dans un siècle avec Céline.
Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie, plus spécialement à l'écoute du libre journal des historiens, dirigé ce soir par Philippe Conrad. Je reçois donc Dominique Vénère, Philippe Dugue et Francis Bergeron. Alors, nous avons des messages d'auditeurs. On va commencer par celui-là, oui. Alors, l'auditeur nous dit « Un beau rêve, même déçu, même quand il a tourné au cauchemar, laisse toujours quelque part une petite flamme, une petite lueur, le souvenir d'un espoir qui veut renaître. Il n'est que de parcourir, par exemple, le romantisme fasciste de Paul Celan pour comprendre que, dès la prise de pouvoir par le NSDAP, de nombreux Français ont commencé à brûler d'impatience. L'impatience de voir l'armée allemande franchir la frontière et venir leur donner l'opportunité de participer à l'édification de l'Europe nouvelle. Une Europe remise en ordre de marche et capable de résister au bolchevisme, à l'imitation des régimes de Rome, de Berlin, etc. La vérité, c'est que pour ces Français-là, la libération a eu lieu en juin 40. Ils eurent par la suite tout le loisir, toutes les raisons de déchanter et de s'en mordre les doigts. Oui, je pense que notre auditeur là va sans doute un peu loin quant aux réflexions que lui inspire ce que pouvait être l'attitude des Français dans les années précédant la guerre. Alors, c'était certainement pas l'attitude des Français, mais c'était certainement l'attitude de certains Français. Certains, oui. Incontestablement, ce rêve fasciste ou national-socialiste, y compris et peut-être plus encore chez des intellectuels ou des hommes politiques de gauche, a été très important. Déa, par exemple, a eu l'occasion, puisque nous avons des écrits de lui, et tant d'autres autour de Déa, pour Déa, socialiste, ô combien, grand espoir du Parti socialiste avant sa rupture, avant 1936, pour Marcel Déa, il semblait que le national-socialisme était la réalisation du véritable socialisme. Et cette idée-là a été relativement partagée au sein d'une partie de la gauche pacifiste qu'évoquait tout à l'heure Francis Bergeron, et d'une part non négligeable des intellectuels ou d'hommes politiques d'origine socialiste qui pensaient, qui imaginaient que la révolution qui était en marche en Allemagne depuis 1933 correspondait à un véritable socialisme. C'est une donnée qu'on ne peut pas négliger. C'est une réalité qui a pesé sur des comportements, qui est intervenu dans les engagements, incontestablement. Et dans le même temps, Thierry Molnier montrait bien que les séductions que pouvaient exercer les régimes de Rome ou de Berlin, le fascisme immense et rouge de Brasillac, les cathédrales de lumière de Nuremberg, on pouvait comprendre ces séductions, mais il y avait un problème dans la mesure où ça allait contre l'intérêt national, ce que des jeunes nationalistes, évidemment, ne pouvaient... devait gérer cette contradiction, en quelque sorte. Oui, non, moi je pense qu'il faut protester vigoureusement contre le message de cet auditeur qui fait un contresens ou un procès de tendance que nous ne pouvons pas accepter. Ça veut dire que, sous prétexte de sympathie pour l'idéologie nationale-socialiste ou fasciste en général, il y avait des Français, et assez nombreux visiblement dans son esprit, qui étaient prêts à accepter l'installation de la Wehrmacht sur le territoire français pour nous distiller cette idéologie. C'est ça qui est au fond du propos, et c'est un procès de tendance, d'intention que nous avons entendu depuis un demi-siècle. Alors là, je suppose que ce n'est pas à Radio Courtoisie que nous devons laisser passer ce genre de procès d'intention. C'est vrai qu'il y avait des Français et des intellectuels français qui avaient des sympathies pour ce qui se passait outre-Rhin ou de l'autre côté des Alpes ou des Pyrénées à partir de 1937 ou 1938, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient prêts à accepter une occupation ou à souhaiter encore moins une invasion étrangère. Et la preuve, c'est que lorsque la guerre a éclaté en 1939, tous sont partis
faire leur devoir, s'ils estimaient leur devoir militaire, leur devoir patriotique, leur devoir de bon français, pour empêcher justement ces troupes étrangères de pénétrer en France. Qu'il s'agisse des Allemands ou des Italiens à la dernière minute, voire les récits de Michel Morte qui étaient là de ce côté-là. Je ne crois pas qu'il y ait eu une seule défection. Si défection il y a eu, elles étaient de l'autre côté, avec Maurice Thorez, qui lui est parti pour Moscou. Et donc, même ceux qui pouvaient être des sympathisants de ce qu'on peut appeler les totalitarismes de droite, n'étaient pas prêts à payer le prix d'une invasion. Simplement, après juin 40, l'invasion, elle avait eu lieu. Et ces gens étaient là. Et ces troupes étaient là. Et il fallait voir comment vivre avec et quelle partie on pouvait en tirer. Et si, et je pense que c'est là qu'a été l'erreur dramatique historique, il fallait en profiter pour installer sous forme d'institutions, de partis, de mouvements, de tout ce qu'on voudra, des choses ressemblant à ce qui se passait en Allemagne, en Italie ou même en Espagne. À partir du moment où ces réalisations, ou ces projets, ou ces idées étaient associées à celles de l'occupation du territoire national par une armée ennemie, puisque la guerre avait eu lieu, même brève, c'était compromettre ces idées. Et c'est ce qui s'est produit, et c'est ce qui fait qu'il a été très facile à leurs adversaires de jeter le discrédit sur ces idées à partir de 44-45 et de l'y maintenir depuis maintenant 70 ans. Car si progrès il y a eu dans ce sens-là, c'est dans le sens d'une aggravation. Et non pas, contrairement à ce que croyait Maurice Bardèche, bien à tort, il y a maintenant 25 ou 30 ans. Là, je me souviens très bien d'un entretien que j'avais avec lui à ce moment-là, où il me disait... N'est-ce pas, ça va mieux pour nous maintenant. Nous, ça voulait dire lui, les siens, tout ce qu'avait représenté sa famille d'esprit et sa famille tout court. Et je lui disais, cher Maurice Bardèche, je crains que non, ça ne va pas mieux du tout, et je pense que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Et je ne savais pas à quel point j'étais bon prophète à ce moment-là, car je n'avais pas assisté à l'arrivée de la génération suivante des historiens spécialistes de la période, avec cette façon monolithique, obligatoire et imposée à tous de raconter l'histoire de ce temps-là. Donc, je proteste avec vigueur contre un message comme celui que nous venons d'entendre. Et c'est Philippe Duc qui vient de parler, parce que les auditeurs demandent toujours quels sont les intervenants. Je signe. Alors nous avons une autre question. Oui, un autre auditeur qui s'adresse à Dominique Vénère. Dans votre entretien avec Pauline Lecomte, vous dites que les plus volontaristes des collaborateurs furent peut-être les derniers révolutionnaires français, une histoire qui commence en 1789 et vous citez entre autres Benoît Méchain et Rebattet. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Certainement. Parmi ceux qu'on a appelés les collaborationnistes, qui sont venus à l'idée de collaboration pour des raisons diverses. Les raisons qui étaient celles de Rebattet n'étaient pas celles de Benoît Méchain. Elles étaient différentes. Et on pourrait citer de cette façon-là d'autres personnages représentatifs de ce qu'on appelait le collaborationnisme. Collaborationnisme, entre parenthèses, est un terme qui a été imaginé par l'un d'entre eux, Marcel Déat. C'est Marcel Déat qui, le premier, a fait usage de ce terme. Et il en faisait usage pour lui-même, et il était en effet très représentant du collaborationnisme, c'est-à-dire qu'il voyait dans la collaboration une chance en quelque sorte. Lui qui était socialiste, il voyait une chance pour réaliser enfin, pensait-il, une vraie révolution socialiste. D'autres, comme Benoît Méchain, ne pensaient pas à révolution socialiste, ils pensaient à une sorte de révolution géopolitique
européenne. Mais ceux-là, peu nombreux d'ailleurs, portaient en effet l'espérance de pouvoir, grâce à une situation complètement imprévisible, c'est les lendemains de la défaite française, dans le cadre de cette situation, ils imaginaient qu'il était possible de faire quelque chose avec les Allemands, ce en quoi ils se trompaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils se trompaient. On l'a su après, car ce n'est qu'après que on a eu accès aux documents allemands qui montraient ce qu'étaient les intentions d'Hitler, pour qui d'ailleurs la France était tout à fait secondaire, et des autres dirigeants politiques qui avaient en charge les affaires françaises et les affaires de l'occupation. Et le principal représentant, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, qui était Otto Abetz, tout en ayant de la sympathie pour la France, obéissait aux ordres, c'est-à-dire interdire en toutes circonstances que puisse se développer en France un courant entre guillemets fasciste. Utilisons ce terme parce qu'il permet de comprendre. Donc un courant entre guillemets révolutionnaire, national révolutionnaire, mais comme ce courant aurait été national et nationaliste, il allait nécessairement à l'encontre des intérêts allemands. La démonstration et la logique d'un point de vue allemand est assez évidente, car les dirigeants allemands de cette époque-là, à commencer par Hitler, ne voulaient absolument pas d'une révolution européenne, même si le terme a été utilisé à des fins de propagande. Ce qu'ils voulaient, c'était une domination allemande, et spécifiquement allemande, sur l'Europe et notamment sur la France. Mais les partisans de les partisans idéalistes, je dirais, de la collaboration, ignoraient ou ont voulu ignorer ce qu'étaient les intentions allemandes. Alors un homme comme Benoît Méchain a laissé à ce sujet un témoignage qui est fondamental parce que, après avoir participé au gouvernement de l'amiral Darlan jusqu'en avril 1942 et quelques mois encore au gouvernement de Pierre Laval avec qui il ne s'entendait pas, Jacques-Benoît Méchain a été écarté de toute fonction officielle et il s'est consacré à se remémorer ce qui, à ses yeux, étaient des occasions perdues. Et le journal ou les mémoires qu'il a écrits dans cette période-là n'ont pas été retouchés ensuite. C'est ce qui en fait un document fondamental. Et il reconnaît tout à la fois les espérances qui avaient été les siennes et l'erreur qui avait été la sienne de croire dans ces espérances. Mais qu'il ait été à sa façon un révolutionnaire, c'est incontestable. Et de la même façon, un Marcel Déat, socialiste, était un révolutionnaire. Et à sa façon, un Lucien Robatet, journaliste, était un révolutionnaire. C'est pourquoi, lorsque j'ai écrit que ces quelques-uns, pleins d'illusions sur les possibilités offertes par l'époque, étaient peut-être les derniers représentants d'un courant révolutionnaire français qui était né en 1789, à condition d'accepter une interprétation large, et je fais confiance aux éditeurs de Radio Courtoisie pour cette largeur d'esprit. À cette condition-là, oui, ce que j'ai écrit a une certaine logique.
Alors, nous avons également une autre question concernant Maurice Thorez. Un auditeur demande quelle a été la condamnation de Maurice Thorez en 1940 et la raison de sa grâce par le général de Gaulle en 1945. Alors, il a été condamné comme tant d'autres dirigeants communistes. Il a été condamné à une peine de prison. Mais cette peine de prison il y a eu deux types de condamnations concernant les dirigeants communistes. Il y a eu première condamnation qui a suivi le soutien officiel du Parti communiste français au pacte germano-soviétique d'août 1939. Un certain nombre, la majorité des dirigeants communistes ont soutenu le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire l'entente avec l'ennemi de la veille, avec Hitler. Et cette entente s'est maintenue de la part du Parti communiste français jusqu'à l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'URSS en juin 1941. Donc il y a une période de quasi-collaboration, même si elle n'a pas toujours été suivie des faits, mais dans les esprits, il y a une période de quasi-collaboration des communistes qui sont dans la ligne avec l'occupation allemande. Cette attitude des dirigeants communistes qui précède la guerre, nous sommes en pacte germano-soviétique, c'est avant les débuts de la guerre, nous sommes à 2 mois du déclenchement de la guerre. 1 mois. 1 mois du déclenchement de la guerre, non, même pas. Une semaine. En réalité, une semaine. 39, oui, 23 août. 1er septembre, l'attaque de la Pologne. Une semaine. Immédiatement après, le gouvernement français de l'époque, le gouvernement de la Troisième République, entame des poursuites à l'encontre des dirigeants communistes, puisque la France est en guerre. Et les dirigeants communistes qui ont soutenu le pacte germano-soviétique seront soit condamnés, soit subiront des arrestations. Alors, Maurice Thorez, qui est secrétaire général du Parti communiste, est évidemment le personnage en flèche. Mais intervient quelque chose de supplémentaire concernant Maurice Thorez, alors qu'il est mobilisé en 1939, alors que la guerre est déclenchée, il sera exfiltré, j'utilise ce terme technique, par les services secrets soviétiques qui viendront le prendre dans son cantonnement sur le front de la drôle de guerre et via Bruxelles l'emmèneront en URSS où il passera toute la guerre. Et cette disparition soudaine de Maurice Thorez sera considérée à juste titre comme une désertion et lui vaudra une condamnation à plusieurs années de prison. Cette condamnation continuait à courir en 1944, à la fin de 1944, lorsque le général de Gaulle fit son voyage à Moscou. Et l'une des questions qui a été discutée, rapidement d'ailleurs, avec Staline, c'était une exigence de Staline. Et étant donné que le général de Gaulle attendait beaucoup de Staline à ce moment-là, il était tout prêt à accepter cette exigence de Staline. L'exigence de Staline, c'était une amnistie entière concernant Maurice Thorez et la possibilité pour Maurice Thorez de revenir en France et de reprendre son rôle dirigeant au sein du Parti communiste. Et vice-président du gouvernement provisoire même.
et vice-président du gouvernement provisoire. La chose s'est faite d'autant mieux, si je puis dire, au moment où cet accord, il n'y a pas eu de tractation, c'était à prendre ou à laisser entre Staline et De Gaulle, au moment où l'acceptation, au moment où le général De Gaulle accepte cette faveur accordée à Staline en faveur de Maurice Thorez, De Gaulle ne peut pas savoir, évidemment, ce qui va se passer après. Et il ignorait également les consignes que Staline avait données à Maurice Thorez. Et les consignes de Staline à Maurice Thorez, c'était pas de révolution dans l'immédiat. Ce qui fait que Maurice Thorez, revenu en France, à la direction du Parti communiste, alors qu'il n'avait absolument pas participé à la résistance, contrairement à d'autres dirigeants, a joué une sorte de rôle d'apaisement dont a bénéficié le général de Gaulle. Et ce qu'a fortement critiqué un homme comme Charles Tillon, par exemple. Ô combien, parce que l'un des leaders des FTP. Parce que Tillon, lui, oublié aujourd'hui, mais qui était l'un des dirigeants très importants du Parti communiste à cette époque-là, lui avait participé à la résistance très tôt, avant même Barbarossa. Alors, après avoir répondu à cette question concernant Thorez, nous allons revenir vers la collaboration proprement dite. Il y a une figure de la collaboration qui est un petit peu emblématique, surtout du fait de l'importance littéraire du personnage. C'est la figure de Drieux-La Rochelle. Nous avons dans le numéro de la revue un article de Julien Hervier, qui est un grand spécialiste des auteurs. Mais je sais que Philippe Duc, qui nous a donné un article sur la littérature, ou l'état de la littérature en 1942, a aussi beaucoup de choses à nous dire concernant Drieux, son parcours, et puis le rôle qui est le sien dans ce domaine particulier du milieu littéraire durant cette période. Alors, Drieux-La Rochelle, c'est un des grands noms de la littérature française de l'entre-deux-guerres. C'est un pur produit de la génération de la Grande Guerre 14-18 qui apparaît au grand jour dès le début des années 20, avec d'abord deux recueils de poèmes, puis quelques petits romans, puis des essais politiques, avec une audience croissante. Totalement apolitique ou... Oui, pas au sens actif du terme en tout cas, jusqu'aux environs de 1930. Et puis dans les années 30, les positions vont se figer. Drieux, qui jusque-là avait eu des amis à droite, à gauche et ailleurs, sans considération de couleur, et qui était notamment très lié avec Louis Aragon, qui était un de ses bons amis dans la période. Drieux, lui, petit à petit et assez vite, arrive à découvrir les bienfaits du fascisme et publie en 1934 Socialisme fasciste, qui est, je pense, son premier grand livre politique. Je laisse de côté quelques tentatives un peu vagues auparavant. C'est un peu une réponse au 6 février 34. Socialisme fasciste. Oui, mais enfin, je pense qu'il y pensait avant et en tout cas, il y pense après. Ça va se traduire par son adhésion au PPF de Doriot. C'est probablement l'intellectuel le plus connu de ceux qui rallient le PPF à ce moment-là. Enfin, peut-être pas l'intellectuel, mais l'écrivain en tout cas. Car Drieux est un romancier qui a un public. C'est l'époque où il va publier ses grands romans, Gilles. Rêveuse bourgeoisie et Gilles. Gilles ne sera publié qu'à la veille de la guerre. Oui, mais c'est ça, mais entre le PPF et la guerre. Donc, Drieux a une audience et après l'armistice, parmi les écrivains français de renom, c'est un des plus ardents, évidemment, l'auteur de Socialisme fasciste, le titre c'est déjà un programme, c'est un des plus ardents à soutenir, à vouloir, à désirer instaurer l'ordre nouveau qu'il attendait depuis une dizaine d'années. À ce moment-là, et il va le faire par la plume, puisque c'est pas vraiment un militant. Les intellectuels font de mauvais militants, en général, ou alors ils se font tuer, mais finalement c'est assez rare.
Il va donc reprendre la plume, faire quelques écrits de circonstances et surtout, ce qui va lui assurer une place prépondérante, relancer la nouvelle revue française, la NRF, qui était probablement la première puissance intellectuelle dans les milieux littéraires et intellectuels français, avec la F. Pour moi, ce sont un peu les deux dessus de cheminée de la vie littéraire française à ce moment-là. Et l'ANRF va être abandonnée par l'équipe qui l'animait avant-guerre et dont l'âme était Jean Paulhan, qui reste chez Gallimard, dont il est l'éminence grise, qui demande à Drieux de faire reparaître la nouvelle revue française, la NRF, sachant très bien ce que Drieux va en faire. Ça a peut-être dépassé ses espérances, mais enfin, il connaissait son Drieux. Et ils étaient assez amis. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1941, Jean Paulhan sera arrêté par les Allemands et risque une condamnation à mort. À ce moment-là, on est au début du terrorisme. C'est une intervention, une démarche personnelle de Drieux qui sauvera la vie à Paulhan. Alors, Drieux relance la NRF qui va jouer un rôle considérable dans la vie intellectuelle française, parisienne, disons. Il faut bien voir que jusqu'à la fin 1942, les deux zones sont une réalité sur tous les plans, politiques, économiques, militaires, bien entendu, et aussi intellectuels. Par exemple, la presse de zone occupée n'a pas droit d'accès à la zone sud. Et inversement, la presse de zone sud n'est pas admise dans la zone occupée. Donc, la vie intellectuelle est concentrée à Paris, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce qui reste en zone libre ? Alors, l'Action française, effectivement, avec Charles Maurras, bien entendu. Léon Daudet est très malade et il meurt début 42, je crois, donc il ne joue aucun rôle. Mais Thierry Monnier, lui, est là. Michel Déon, qui n'est pas connu, mais qui est quand même le secrétaire de rédaction du journal, du moins dans toute la dernière partie de l'occupation. Là, oui, pour une Action française, toujours aussi anti-allemande qu'elle l'a toujours été, foncièrement maréchaliste, la divine surprise, comme l'écrit Maurras, ce n'est pas la défaite de 40 et ni l'invasion germanique, comme on en a fait le mauvais procès, et on continue, des historiens, avec beaucoup de guillemets. La divine surprise, c'est de voir que, au cœur du désastre, la France découvre un chef, un homme d'État qui va construire un nouvel ordre social et politique. Voilà ce qu'est la divine surprise. Alors, à part Charles Maurras, Thierry Monnier et deux, trois autres de moindre calibre, des jeunes, beaucoup de jeunes qui deviendront connus, mais plutôt après-guerre, qui pour l'instant s'expriment dans des jeunes revues, tout se passe à Paris. Alors, à Paris, bien sûr, Drieux va essayer de ramener le plus de monde possible à l'NRF, qui est vraiment la forteresse intellectuelle à la tête de laquelle il se trouve. Et au début, il y parvient, ou à peu près, y compris des poètes communistes qui seront les grandes figures de la résistance littéraire et poétique au lendemain de la Libération. Aragon, Éluard, Guy Vic et d'autres, vous trouvez leur signature au moins pendant la première année. Y compris Gide, je crois. Alors, Gide, qui bien entendu est le grand fétiche à la NRF, c'est Gide le grand patron. Y compris Alain. Et, oui, Alain, lui, jusqu'au bout. Il restera fidèle à Drieux. Gide s'en va assez vite, très fâché par un article de Jacques Chardonne. Car Jacques Chardonne, qui lui aussi collabore dès le début à la revue, a écrit un article dans lequel, en homme bien élevé, en homme du monde qu'il a toujours été, en grand bourgeois, ami des belles manières, salue la correction de la Wehrmacht et ses merveilles de la bonne tenue des officiers allemands et de leurs troupes en zone occupée. Chardonne, je le répète, est d'abord un Charentais, c'est un homme du Cognac, il est dans sa Charente, il a assisté au début de l'occupation et il salue les bonnes manières de cet occupant inconnu.
Gide a très mal pris la chose. Gide qui avait un certain flair et qui voyait que peut-être derrière ses bonnes manières ne tarderait pas à en apparaître très vite d'autres moins bonnes et que on allait peut-être au-devant de réalités moins souriantes qui n'y paraissaient. Il a donc désavoué cet article de Chardonne, a écrit à Drieux qu'il ne fallait plus compter sur lui. Et il s'est retiré dans cette tour d'Ivoire qui était à ce moment-là encore, je pense, sur la Côte d'Azur, dans le Midi, qu'il a quitté parce que quelques maréchalistes un peu ultra et trop bien intentionnés l'ont empêché de prononcer une conférence à Nice sur le poète Henri Michaud, qui était sa dernière découverte. La conférence n'a pas pu avoir lieu. Gide a été très vexé. Il a peut-être été un peu houspillé à la sortie de la salle. Il a pris peur et il est parti en Tunisie. Donc, exit Gide. Et voilà Drieux privé d'un bon atout. Mais enfin, il lui reste quand même des noms. Il lui reste Drieux, il lui reste Chardonne, il lui reste Jouandeau, il lui reste Giono, il lui reste Ramon Fernandez, dont on sous-estime l'importance aujourd'hui. Encore que dans l'ANRH, nous ayons essayé de la rappeler suite à une biographie un peu géographique et un peu lénifiante de son fils. Vous avez fait ça très bien. Oui, mais enfin aujourd'hui, j'ai envie d'en dire davantage. Jusqu'à sa mort en juillet 44, il a eu le bon esprit de mourir avant d'être fusillé, car son compte était bon. Ramon Fernandez apparaissait au De Mago, non, c'était chez Lippe surtout. En uniforme du PPF, avec baudrier, pistolet. Quelle était la coiffure du PPF? Je ne sais plus. Un béret. Un béret, oui, sans doute. Un vrai béret français. Béret basque. C'est-à-dire basque. Donc, Fernandez et tous ces gens-là donnent un certain lustre à la NRF. Autour de la NRF, mais dans d'autres journaux, dans d'autres revues, la Gerbe et Je suis partout, on l'oublie toujours, ne sont pas seulement des hebdos politiques, mais sont aussi des grands hebdos culturels sur le modèle de ce qu'était avant la guerre, Gringoire, Candide et même Je suis partout. Eh bien, il continue et beaucoup de bons écrivains écrivent dans ces hebdomadaires, Giono ou Monterland dans La Gerbe, Marcel Aimé ou Lavarande et d'autres dans Je suis partout. Donc tout ceci maintient une vie littéraire assez brillante. Alors, leur résistance, c'est beaucoup dire. Disons, au moins dans les 2 premières années, la Fronde sévit en zone sud dans les jeunes revues poétiques. Poésie 41, 42, 43... Confluence, la revue de René Tavernier, poète lui-même, le père de l'actuel cinéaste, et grand protecteur d'Aragon dans ces périodes-là, qui recueille Claude Roy, qui est en train de virer sa cutie et qui, après avoir été Action française, fasciste et tout ce que vous voudrez jusqu'en 40, est en train de découvrir les séductions du camp d'en face, et notamment celle d'Aragon, et tout ça pour devenir au bon moment un communiste acharné. Donc tous ces gens-là s'expriment dans les revues de Zone Sud, dont on a fait grand cas après coup. Il y a une revue qui joue un rôle important à Alger aussi, c'est la revue Fontaine, Max-Paul Fouché. Oui, je crois qu'ils ont fait un beau numéro sur la poésie spirituelle, avec des tas de signatures parisiennes d'ailleurs aussi. Il y a une certaine confusion, une certaine porosité qui joue à l'intérieur du milieu littéraire. On échange parfois quelques injures, mais pas dans les revues ou les journaux de bon ton. Alors, Je suis partout, lui, ne pardonne pas aux intellectuels du Front populaire, qui étaient déjà ces bêtes noires d'avant-guerre, André Chanson, Jean Cassou, Jean Guéhenno. Alors, tous ceux-là sont généralement en zone sud et se taisent, ils s'écrasent. Il y en a un qui s'écrase aussi, mais qui n'est pas inactif, c'est André Malraux. Il n'est pas du tout au maquis, contrairement à ce qu'on croit. Il écrit beaucoup. Il est réfugié en Corrèze, à Argentat, avec son ami Emmanuel Berle, Madame Emmanuel Berle qui était Mireille, la célèbre chanteuse, et quelques amis qui très vite sont fort liés avec un certain colonel Jacot,
qui est un chef d'un maquis en cours de formation, patronné par Vichy, l'ORA, c'est l'Organisation de résistance de l'armée. Voilà, le colonel Jacot est un homme de l'ORA et il est en Corrèze où Malraux écrit tranquillement à ce moment-là Les Noyers de l'Altenbourg, qui est probablement son meilleur roman, je pense, qu'il fait paraître en Suisse. Malgré tout, il est trop marqué par ses engagements en Espagne, donc Les Noyers de l'Altenbourg paraissent en 1943, tranquillement, et il écrit la suite, La lutte avec l'ange, qui, paraît-il, aura été détruite par la Gestapo quand on cherchera à l'arrêter en 1944. Mais en 1943, Malraux est paisiblement retiré là, et un beau jour, il y a tout de même une alerte. Le colonel Jacot vient les prévenir que c'est après qu'il n'y a plus de zone sud, enfin plus de zone libre, que les Allemands vont venir s'attaquer au maquis corrézien qui commençait à s'agiter et qu'il y a péril en la demeure. Que font ces braves gens ? Berle, Malraux, Mireille, ils vont trouver le préfet de Tulle, le préfet de Vichy, et lui indiquent le péril qui les menace, eux et quelques amis plus engagés. Et ils disent qu'il faut une intervention de Vichy pour empêcher un carnage. Le préfet, bonhomme, comme beaucoup de préfets vichysois, quand il dit, délivre aussitôt un sauf-conduit à Mireille, dont on pense que ce sera l'ambassadeur le mieux reçu à Vichy. Elle va à Vichy, trouve Madame Guérard, femme du secrétaire général du gouvernement, qui l'embrasse sur les deux joues. Elle lui dit qu'elle veut voir Bousquet. Qu'à cela ne tienne, rendez-vous est pris le jour même entre Mireille et René Bousquet. Secrétaire général à la police. Absolument, qui avait son mot à dire donc, dans ce qui se passait. Bousquet avertit Laval et revient trouver Mireille et lui dit « Vous pouvez rentrer tranquille dans votre Corrèze, il ne se passera rien. » Et voilà comment Berle, Malraux, le colonel Jacot, qui lui avait changé de maquis entre-temps, les Allemands étant toujours sur leurs fausses informations, n'ont trouvé personne au nid. Il n'y a pas eu d'opération et nulle intervention de la milice comme il était prévu primitivement. Alors, la vie littéraire des écrivains résistants jusqu'à, allez, disons 44, fin 43 peut-être, c'est donc Malraux en Corrèze, protégé par le préfet de Vichy, c'est Aragon et Éluard écrivant chez Drieux d'abord et ensuite se repliant à Lyon. Mais non, Éluard est resté pendant toute l'occupation à Paris. Or, Éluard s'appelait Eugène Grindel. Tout le monde pensait qu'il était juif. L'était-il, n'était-il pas ? Je n'en sais rien et peu importe. L'essentiel était qu'on le crût. Mais il est resté à Paris, protégé par allez savoir qui. Aragon, lui, était donc ensuite à Lyon, où il était protégé par tout le monde, finalement. Tavernier continuait à faire paraître Confluence, dont je sais quand même, par l'homme qui a fait l'opération, que le premier souscripteur, le premier abonné, a été le maréchal Pétain, qui a souscrit dès le numéro 1 de Confluence, qui donc n'était pas tellement anti-révolution nationale que ça à ce moment-là. Et alors, cette fronde, cet esprit de résistance s'exprimait dans des poètes, de jeunes poètes comme Pierre-Emmanuel, comme Jean Quérol, qui ensuite lui sera arrêté, fait prisonnier. Mais des poèmes généralement assez hermétiques et où il fallait vraiment être tout à fait initié pour comprendre que leur publication menaçait l'existence du Grand Reich et les mouvements de la Wehrmacht. C'est très très bien raconté dans le journal d'un jeune écrivain dont on ne parle plus maintenant, qui s'appelait Pierre Guastalla, qui lui était juif. Et on a publié son journal, il vivait en zone libre, il était le fils d'un peintre connu. Et on a publié son journal en 1950, préfacé par Gabriel Marcel. Et Pierre Guastalla a connu la même aventure que Turlet, quoique venant du bord Jean Turlet, dont on dira deux mots si on a le temps. Il s'est engagé lui aussi dans la première armée, il a été tué. Et dans son journal,
il y a une description au vitriol d'une soirée surréaliste à Marseille ou à Nice, je ne me rappelle plus, où des jeunes poètes, le genre Zazou, tout à fait, qu'on dit à l'époque, récitaient gaillardement des textes hermétiques, voire ridicules, d'après Guastalla, qui n'avait aucune raison de leur être opposé. Mais enfin, cette littérature existe, on en fait grand cas après, c'est là qu'on voit surgir un inconnu sur le tard, avec un pseudonyme guerrier, puisque c'est Vercors, qui écrit Le silence de la mer, dont on sait que c'est le chef-d'œuvre de la littérature de la Résistance. Depuis quand même que je ne sais plus quel bon connaisseur a fait remarquer que c'était le décalque de Colette Baudoche de Maurice Barrès, le livre, mais comme personne ne sait plus qui est Barrès, et encore moins Colette Baudoche, le livre conserve quand même un certain prestige. Donc Vercors est un produit de la littérature de la Résistance, mais il n'en reste pas moins que la grande littérature, la littérature vivante à ce moment-là, c'est celle des affreux collabos. Le grand événement de l'année 1942, puisque c'est celle sur laquelle j'ai focalisé mon article, à la demande du directeur, c'est la publication des décombres de Lucien Rebattet en septembre 1942, qui est aussitôt un best-seller, comme on ne disait pas à l'époque, qui tire à 60 000 selon les historiens d'aujourd'hui, à 100 000 selon Rebattet lui-même, qui exagère peut-être un peu dans l'autre sens. C'est vrai qu'il y avait des pénuries de papier qui limitaient les tirages. Donc c'est très difficile de savoir jusqu'où seraient allés les décombres. Enfin, c'est le best-seller de l'occupation. Et Rebattet est probablement, avec Céline, justement, du moins en zone nord, à Paris, l'autre grand homme de ce moment. Car Céline réédite L'école des cadavres qui avait été caviardée à la veille de la guerre, enfin à la publication. Édition intégrale avec une nouvelle préface au vitriol. Les beaux draps qui ont été interdits par Vichy en zone sud font un beau succès en zone nord. Il faut dire qu'il n'était pas tendre avec... Il n'était pas tendre. Avec Vichy. Il n'était pas tendre, mais en même temps, je trouve que les beaux draps finissent très beaux par une espèce d'évocation fantasmée d'un Vichy rêvé. Au fond, c'est du super Giono. On verrait à la fin les enfants des écoles qui feraient des rondes en chantant et en dansant. Et c'est parfaitement bucolique, c'est un côté abstrait, un peu. C'est assez joli. Et puis Guignol's Band qui paraît tout à fait à la fin, qui est accueilli à bras ouverts par toute la presse de l'époque, y compris par le critique de Je suis partout, le nouveau, puisque Georges Blond est parti, qui sera le futur François Chalet, grande étoile des lettres et du journalisme d'après la guerre, mais enfin, qui sous le nom de François-Charles Bauer, il applaudit des deux mains à Guignol's Band, qui même pour les Céliniens les plus endurcis est probablement un des plus indigestes. Et moi qui ne suis pas spécialement célinien, je trouve Guignol's Band assez indigeste. Mais enfin, grand succès de l'époque, et puis grand succès pour les autres auteurs du moment, dont, dans une très bonne mise en page, la Nouvelle Revue d'Histoire donne les photos, les vedettes de l'année 42, Jean Giono, Monterland, Drieux-La Rochelle, Brasillac, Chateaubriand, Alphonse II, Jacques Chardon, Pierre Benoît et Jacques-Benoît Méchain, qui publie 3 livres là en 2 ans. Ce sont les grands noms, avec quelques autres. Il y a tout de même François Mauriac en 41 avec La Pharisienne, qui est un bon roman et qui a du succès. Alors, il faut quand même dire, pour être honnête, un mot des émigrés. Il y a quelques écrivains qui sont partis et dont on fera grand cas après les libérations, parmi lesquels Georges Bernanos, mais je dirais que c'était déjà un émigré de l'intérieur depuis 1930 à peu près, qui ensuite était passé aux Baléares, avait fui les Baléares pour la Tunisie et était parti au Brésil dès avant la déclaration de la guerre. C'est pas un émigré de l'armistice, c'est un émigré d'avant. Alors, aux États-Unis, vous avez André Mauroy, qui étant juif, avait préféré s'en aller, et ça peut se comprendre. Jules Romain, qui ne l'était pas, qui était même l'auteur du couple France-Allemagne en 1935, mais mari d'une juive, avait des craintes pour le sort de sa femme, et a donc émigré à New York d'abord, et ensuite à Mexico. Saint John Perse, Saint-Exupéry, et André Breton, qui rejoint un peu sur le tard.
Il est intéressant de noter que aucun de ces grands noms, qui sont des têtes d'affiche, dont on remarquait plus ou moins l'absence quand même, n'étaient gaullistes. Ils étaient tous très hostiles à De Gaulle. Saint John Perse étant le plus hostile, c'était l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay sous le nom de Saint-Léger, d'Alexis Léger. Jules Romain détestait De Gaulle, André Mauroy ne l'aimait pas et Saint-Exupéry le détestait cordialement. Alors Saint-Exupéry, en 1942, il fait publier à Paris, ou plutôt Gallimard publie Pilote de guerre, qui est son récit de la guerre 39-40. Très joli récit. Oui, mais qui malheureusement est très mal accueilli par une presse collabo, alors là vraiment très très mal inspirée. Et Pierre-Antoine Cousteau, dans Je suis partout, fait un vilain article qui, à mes yeux, ne le grandit pas du tout. Mais c'est le début d'une campagne qui aboutira très rapidement à l'interdiction de pilotes de guerre. Pour être complet, il faut ajouter que l'année suivante, dans les mois qui suivent, en 1943, le nouveau gouvernement d'Alger, déménagé de Londres à Alger, fera la même chose et interdira aussi pilotes de guerre. Parce que, De Gaulle se souvenait de certains propos de Saint-Exupéry sur lui et ne les avait pas pardonnés. Voilà. Alors, à part ces émigrés dont on oublie assez vite l'existence, puisque tous les autres sont là et publient beaucoup, malgré la pénurie de papier, il y a quand même une vie intellectuelle intense, une vie éditoriale intense, et je ne parle pas des nouveaux venus comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre, dont la gloire éclatera surtout à la fin de l'occupation. Mais enfin, tout ça dans le temps est très rapproché. Mais qui fait représenter ces pièces pendant l'occupation? Et bien sûr, les deux premières pièces de Sartre, Les Mouches, qui sont créées en 1943, et Huis clos, qui est le dernier grand événement théâtral de l'occupation, est créé, si je me rappelle bien, fin mai 1944, ou peut-être même après le débarquement. Mais enfin, oui, puisqu'il faut jouer la pièce certains jours à ciel ouvert en matinée, puisqu'il y a des coupures d'électricité. Donc, Huis clos est le dernier grand événement. Alors, tout de même, parmi les singularités de l'époque, il y en a une dernière que je voudrais signaler. Madame Elsa Triolet, femme d'Aragon, qui était déjà une protection, mais peut-être pas quand même suffisante aux yeux de la Gestapo, du SD. Elle était juive, elle était russe, elle était communiste. Elle s'appelait Elsa Triolet, mais enfin, on savait qui elle était. Elle était la belle-sœur de Mayakovsky. Cette bolchevique bon teint, judéo-bolchevique, selon le vocabulaire de l'époque, publie en 1944 un roman, un bon roman d'ailleurs. Brasillac en fera une critique très élogieuse au printemps 1944, Le Cheval Blanc, et elle publie ça chez qui? Chez De Noël, l'éditeur de l'infâme Céline, de l'ignoble Rebatté, plus quelques autres. Et elle n'a aucun scrupule à voisiner sur le catalogue de Noël avec ces gens-là. Alors voilà tout ce qui colore d'une lumière, d'une couleur assez pittoresque, la vie littéraire de 1942. La suite en 43-44 n'est pas moins gaie, et j'espère que nous aurons l'occasion de la raconter un autre jour. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Quelques questions ponctuelles auxquelles vous pourrez répondre rapidement, messieurs. Comment est mort Louis Renault en 1944? A-t-il été fusillé ou est-il mort différemment? Non, il est mort en prison et vraisemblablement à la suite de sévices de gardiens communistes. Alors, également une autre question qui concerne la fois notre émission, mais qui concerne aussi la Nouvelle Revue d'Histoire. Est-ce qu'à l'occasion du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, il y aura une émission consacrée, n'est-ce pas, à la sainte de la patrie? Sans aucun doute. Je pense que vous pouvez répondre. Je réponds à votre place, mais vous auriez répondu de même. Nous ne l'oublierons pas en 2012. 2012 qui est aussi le 1500e anniversaire de la mort de Sainte-Geneviève, qui défendit Paris contre les Huns. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps pour annoncer la prochaine émission. Oui, voilà, qui aura lieu le 31 janvier prochain.